Ma femme a abandonné mon fils pour sortir avec son amant, et cet amant est mon meilleur ami, et mon fils est en réalité son enfant. J'ai 33 ans, je suis un homme, et ma femme, Naomi, a 32 ans, c'est une femme. Nous sommes mariés depuis de nombreuses années. Nous avons 2 enfants Star, 12 ans, et Néo, 6 ans. Ma femme et moi nous sommes rencontrés au mariage de sa cousine alors qu'elle avait 19 ans et moi 20. Ce fut le coup de foudre. Vous savez, ce sentiment que vous ressentez quand vous voyez quelqu'un pour la première fois et que vous savez simplement que vous allez passer le reste de votre vie avec cette personne? Oui, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Naomi. Même si nous étions très jeunes, nous nous sommes mariés 1 an plus tard lorsqu'elle est tombée enceinte de notre fille, Star. J'ai toujours su que j'épouserais Naomi, alors quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je m'en fichais. En fait, j'étais heureux de devenir père. Cela a été l'une des plus grandes joies que j'ai connues. Mes parents, en revanche, n'étaient pas contents. Ils pensaient qu'elle m'avait piégé avec la grossesse. Je les ai ignorés parce que je savais comment étaient mes parents, des gens fiers de la haute société. Je dis haute société parce que c'est comme ça qu'ils aiment s'appeler. Je viens d'une famille avec une richesse générationnelle, alors que Naomi non, donc mes parents croyaient que si jamais je me mariais, ce serait avec quelqu'un d'une famille de la haute société. Ils étaient également convaincus que Naomi m'avait piégé avec la grossesse parce que je leur avais dit que nous étions surpris qu'elle soit tombée enceinte, car elle utilisait un stérilet, mais nous l'avons accepté parce que nous savions que les stérilets ne sont pas efficaces à 100%. Mes parents, cependant, étaient totalement convaincus qu'elle l'avait fait exprès. Ils croyaient qu'elle voulait juste mon argent, et je me suis moqué d'eux, les traitant de fous. Je suis fils unique, donc je vais tout hériter. Avec le recul, je me rends compte que mes parents avaient raison, et si je pouvais remonter le temps, je les aurais écoutés. Pourtant, mes parents ont refusé de participer au mariage à moins que Naomi ne signe un contrat prénuptial. Pour éviter les disputes, elle l'a signé sans problème. Nous avons eu un mariage à destination parce que cela avait toujours été le rêve de Naomi. Moi, en revanche, je suis plus discret. Je suppose qu'il y a une certaine indifférence qui vient avec le fait de naître dans la richesse. C'était normal pour moi depuis ma naissance, donc je n'étais pas ébloui par cela. Naomi, en revanche, venait d'une famille pauvre, donc elle n'y était pas habituée. Elle voulait un grand mariage, et c'est ce qu'elle a eu. Je m'en fichais, tant qu'elle était heureuse. J'ai donc fait tout ce qu'elle voulait. Mes parents ont payé le mariage parce que Naomi et moi ne pouvions pas nous le permettre, car nous étions tous les 2 encore étudiants. Même si mes parents ne l'aimaient pas, j'avais déjà pris la décision de l'épouser, et ils n'avaient pas d'autre choix que d'assister et de payer le mariage. Soit ils payaient, soit je payais avec mon fonds fiduciaire, et ils ne voulaient pas de cela. Mes parents croyaient que si je payais le mariage avec mon fonds fiduciaire, je gaspillerais tout l'argent. C'était une pensée drôle et absurde parce que mon fonds contenait des millions. J'étais ce qu'on appelle un bébé fonds fiduciaire, Quoi qu'il en soit, notre mariage a eu lieu malgré les commentaires sarcastiques occasionnels des parents et des proches de Naomi, qui estimaient que mes parents et mes proches étaient trop fiers. Finalement, cela a conduit à une véritable bagarre entre les familles, Le mariage s'est bien déroulé pendant les premières années. Naomi et moi étions occupés par l'université et nous occupions de notre fille, Star. Après l'obtention du diplôme, les choses se sont un peu détendues. J'ai commencé à travailler pour mon père et je gagnais près de 7 chiffres par an, ce qui faisait de moi le seul soutien de famille, mais cela ne me dérangeait pas. Naomi ne voulait pas être une femme au foyer à temps plein, alors elle a trouvé un emploi assez flexible dans une entreprise locale, qui était bien rémunérée et lui laissait aussi du temps pour les enfants. Un soir, alors que nous nous préparions à aller au lit, Naomi est venue me voir et m'a dit qu'elle voulait parler de quelque chose de délicat. Je lui ai dit d'y aller, et puis elle a abordé le sujet des plans à 3. J'ai été surpris, car c'était quelque chose dont nous avions déjà discuté et nous étions convenus que nous ne nous y engagerions jamais. Nous étions tous les 2 d'accord que nous ne voulions pas avoir la crainte que notre partenaire nous trompe avec quelqu'un d'autre dans notre dos. De plus, notre vie sexuelle était très active, donc je n'en voyais pas la nécessité, ou du moins je le pensais. Naomi m'a dit qu'elle avait déjà quelqu'un en tête et qu'elle pensait que ce serait une bonne expérience pour nous. Je lui ai demandé qui c'était, et elle a mentionné Jason, un de ses amis qui avait été à notre mariage. C'était un ami du lycée, et bien que Naomi et lui soient proches, pas assez proches pour que je sois jaloux, ou du moins je le pensais, Elle m'a dit que Jason était bisexuel et qu'elle pensait qu'il serait partant. Je lui ai rappelé notre accord et lui ai dit que je ne voulais pas m'impliquer là-dedans, car j'avais le sentiment que ce ne serait pas bon pour notre mariage.
J'ai remarqué qu'elle était assez triste de mon refus, mais je n'y ai pas trop pensé. Elle a hoché la tête et m'a dit qu'elle voulait juste en parler mais qu'elle ne me forcerait pas. Elle m'a aussi dit que si jamais je changeais d'avis, nous pourrions lui en parler. J'ai répondu que je ne pensais pas que cela arriverait un jour, et elle a dit que c'était bien aussi. La conversation s'est terminée là. Il y a environ un mois, ma femme était au travail, et moi aussi. Nos enfants étaient à la maison avec la baby-sitter. Mon fils a une grave allergie aux arachides, il ne peut donc rien manger contenant des arachides, beurre de cacahuète, huile d'arachide et aliments transformés avec des traces d'arachides. En revanche, ironiquement, ma fille adore les cacahuètes, elle conserve donc généralement ses collations dans un mini-frigo dans sa chambre pour que son frère ne puisse pas y accéder. Mon fils sait qu'il ne doit pas manger de cacahuètes, mais il ne se rend peut-être pas compte si un aliment transformé comme du chocolat ou des bonbons contient des traces de cacahuètes. Donc, par précaution, nous évitons d'avoir ces produits à la maison. D'après l'histoire que la baby-sitter et mes enfants m'ont racontée, ma fille mangeait une barre de chocolat qui contenait des traces de cacahuètes, mais elle a été distraite lorsque la baby-sitter l'a appelée pour l'aider à faire quelque chose, alors elle a laissé sa collation dans le réfrigérateur principal pour la récupérer plus tard. Mon fils est allé au réfrigérateur à la recherche d'une collation, l'a trouvée et l'a mangée. Il adore le chocolat, et chez nous, il n'y a pas de règle contre le fait de manger des collations que quelqu'un d'autre a laissées dans le réfrigérateur, car tout le monde est d'accord avec ça. Mais peu de temps après, il a commencé à avoir une grave réaction allergique anaphylaxie, et pour une raison que j'ignore, son épipène était introuvable. Croyez-moi, j'ai été choqué quand je l'ai découvert, car nous avons généralement plusieurs épipens à la maison par précaution. Quoi qu'il en soit, la baby-sitter a immédiatement appelé l'ambulance, puis elle et ma fille sont allées avec lui à l'hôpital. La baby-sitter sait que ma femme a un horaire de travail plus flexible que le mien, et qu'en cas d'urgence, il faut l'appeler en premier, alors elle l'a appelé. Ma femme est arrivée à l'hôpital, et est ensuite partie. D'après ce que la baby-sitter m'a dit, elle appelait ma femme depuis des heures sans qu'elle réponde. Quand elle a finalement répondu et est arrivée à l'hôpital pour voir notre fils, elle a marmonné quelque chose comme ce n'est pas si grave et a ensuite dit à la baby-sitter qu'elle avait un travail important à faire, alors elle est partie et les a laissés à l'hôpital. La baby-sitter était temporaire, juste pour quelques heures, car notre baby-sitter habituelle ne se sentait pas bien. Il était presque temps que son service se termine, car elle nous avait dit dès le début qu'elle ne pouvait pas rester toute la journée. C'est pourquoi elle a été perplexe lorsque ma femme est partie sans lui donner d'instructions sur ce qu'il fallait faire, alors elle m'a appelé. J'étais dans une réunion qui se terminait, donc je n'ai pas pu répondre à son premier appel, mais je l'ai rappelé dès que j'ai pu, environ 5 minutes plus tard. Elle avait l'air soulagée quand j'ai répondu et expliqué tout ce qui s'était passé. Quand j'ai posé des questions sur ma femme, elle m'a dit qu'elle avait dit que ce n'était rien de grave et qu'elle était partie. J'ai été surpris, car ma femme n'agissait généralement pas comme ça. Je suis immédiatement allé à l'hôpital pour payer la baby-sitter et récupérer mes enfants. Bien sûr, je me suis assuré de lui donner un bon pourboire. Le médecin a dit que la réaction allergique de mon fils n'avait pas été grave parce qu'ils avaient appelé l'ambulance à temps, et qu'ils pouvaient partir après un bilan de routine. Quand ils ont eu fini, nous sommes partis. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au travail de ma femme pour voir comment elle allait. Imaginez donc ma surprise quand son patron m'a dit qu'elle était partie il y a des heures, prétextant une urgence. À l'intérieur, j'étais sous le choc. Pourquoi était-elle partie du travail plus tôt? Cela aurait eu du sens si je l'avais trouvée à l'hôpital. Mais si ce n'était pas pour l'allergie de notre fils, alors quelle était l'urgence? Je me suis immédiatement inquiété, supposant qu'elle ne se sentait peut-être pas bien, et que c'est pourquoi elle était partie tôt pour rentrer à la maison. Alors, mes amis, imaginez ma surprise quand je suis rentré à la maison, et que ma femme n'était pas là. Je l'ai appelée, et elle m'a dit qu'elle était au travail. Je suis immédiatement devenu méfiant. J'ai décidé de ne pas la confronter ni de lui dire que je venais d'être à son travail 30 minutes plus tôt. J'avais le sentiment que si je la confrontais, elle inventerait juste un autre mensonge pour se couvrir. J'ai donc fait semblant de ne rien savoir. Je lui ai dit ce que le médecin avait dit à propos de notre fils quand elle a demandé, et ensuite je lui ai dit que je l'attendrais à la maison. Quand ma femme est arrivée, j'ai fait comme si tout allait bien. Nous avons plaisanté, ri, dîné ensemble et couché les enfants. Avant qu'elle n'aille se coucher, nous avons un peu discuté, et je lui ai dit que je devais travailler tard. Elle n'y voyait aucun inconvénient, car c'était quelque chose que je faisais parfois. J'ai attendu qu'elle s'endorme. Pendant ce temps,
je jouais sur mon ordinateur portable dans mon bureau. Au bout de quelques heures, quand j'ai été sûr qu'elle dormait profondément, je suis allé dans notre chambre et j'ai pris son téléphone. Le déverrouiller était facile puisque nous connaissions tous les deux les mots de passe de l'autre. Avec le recul, je me rends compte que ma femme ne m'avait jamais donné aucune raison de la soupçonner de me tromper. Elle couvrait tout, donnait des excuses crédibles pour ses absences, s'assurait que j'avais tous ses mots de passe et accès à tous ses appareils pour que je ne soupçonne jamais qu'elle cachait quelque chose. Ma femme était intelligente, mais j'étais plus intelligent. J'ai déverrouillé son téléphone avec son mot de passe et j'ai tout vérifié: WhatsApp, messages, photos. J'ai vérifié toutes les applications de messagerie qu'elle utilisait fréquemment. Au début, j'ai ignoré Facebook parce qu'elle ne l'utilisait presque jamais. Elle ne le consultait qu'occasionnellement pour voir les nouvelles d'anciens amis du lycée, de parents éloignés, et s'assurer que les personnes sans son numéro ou son courriel pouvaient la contacter comme un vieil ami voulant renouer le contact. Mais quand j'ai réalisé que j'avais déjà tout vérifié et que je ne trouvais aucune preuve qu'elle me trompait ou planifiait quelque chose, j'ai décidé de vérifier son Facebook. En l'ouvrant, j'ai remarqué qu'elle avait un verrouillage d'application. Je suis immédiatement devenu vigilant, et mon sixième sens a commencé à me picoter. Pourquoi avait-elle un verrou sur Facebook alors qu'elle n'en avait pas sur d'autres applications? Je ne connaissais pas non plus le mot de passe de ce verrou et je ne pouvais même pas le deviner. La question de sécurité était une question à laquelle je ne savais pas répondre. Il n'y avait qu'une seule question: quand est leur anniversaire? L'anniversaire de qui, me suis-je demandé. J'ai essayé mon anniversaire, celui de notre fils, celui de son père et même celui de son grand-père, mais rien n'a fonctionné. Je n'arrivais pas à deviner qui était ce leur. Juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, je me suis souvenu de quelque chose: ma femme avait un iPad qu'elle utilisait, et son Facebook était probablement encore ouvert dessus. J'avais acheté un nouvel iPad et je l'avais donné à nos enfants, mais je ne me souvenais pas qu'elle se soit déconnectée de ses comptes sur l'ancien iPad. En fait, son ancien Gmail était toujours connecté sur cet iPad. J'ai décidé d'attendre le lendemain. J'ai attendu que ma femme aille travailler et que les enfants aillent à l'école, puis j'ai cherché l'iPad. Quand elle leur a donné l'iPad, nos enfants ont finalement cessé de l'utiliser quand ils en ont reçu un nouveau. Pourtant, l'iPad fonctionnait encore parfaitement. Je l'ai allumé et je l'ai mis en charge. Après avoir attendu un moment qu'il se charge, je l'ai déverrouillé et j'ai ouvert Facebook. J'avais raison, son compte était toujours connecté sur l'iPad. Je suis allé directement vérifier ses messages, et c'est à ce moment-là que mon monde s'est effondré. Ma femme me trompait avec un ami du lycée nommé Jason. Oui, le même Jason qu'elle avait suggéré pour un plan à 3. Maintenant, tout avait du sens. Il y avait des tonnes et des tonnes de messages remontant à des mois. Ma femme avait une relation avec ce type depuis longtemps. Il y avait des messages qui se moquaient de moi. Il y avait aussi des messages qui se moquaient de la femme de Jason, qui était également enceinte. Ma femme lui donnait même de l'argent, retirant de l'argent de nos comptes joints pour le donner à ce type. J'ai aussi trouvé des messages où ils planifiaient leur rencontre la plupart du temps. Quand ma femme me disait qu'elle partait en voyage entre filles, c'était un mensonge pour le rencontrer et passer du temps ensemble. Elle lui a même avoué que la seule raison pour laquelle elle m'avait épousé était pour l'argent, et qu'elle m'avait piégé avec un bébé. Mon monde s'est écroulé. J'étais sous le choc, au bord des larmes. Ma femme, que j'aimais tant, avec qui je pensais avoir une relation parfaite, bien sûr, personne au monde n'est parfait, mais nous nous complétions, nous nous comprenions, nous communiquions, nous apprécions sincèrement le temps passé ensemble. Alors pourquoi faisait-elle cela? Notre vie sexuelle était bonne, elle n'avait pas de stress au travail puisqu'elle avait un emploi très flexible, j'étais le seul soutien de famille, elle ne payait aucune facture, je la laissais utiliser son salaire comme bon lui semblait et pas seulement son salaire mais n'importe quel montant qu'elle voulait prendre sur notre compte joint. En fait, ma femme était assez frivole, mais je le tolérais parce que je savais qu'elle n'avait pas eu grand-chose en grandissant, et c'était sa façon de se rattraper. Je m'enfonçais en spirale. Je continuais à lire les messages, même s'ils me faisaient mal, parce que je voulais savoir tout ce qu'elle avait dit. À un moment donné, quelque chose en moi s'est brisé, et j'ai décidé que je ferais en sorte qu'elle le regrette. J'ai pris des captures d'écran d'autant de messages que possible et je les ai envoyés à mon téléphone. J'ai décidé d'attendre encore quelques semaines pour rassembler plus de preuves, et aussi d'attendre qu'ils planifient une autre rencontre, afin de pouvoir me présenter à leur point de rencontre et les surprendre. Ma femme est rentrée à la maison cet après-midi-là, et j'ai fait comme si tout allait bien. J'ai fait semblant de ne pas avoir découvert qu'elle me trompait depuis longtemps et qu'elle dépensait aussi mon argent pour lui.
Je comprenais maintenant pourquoi elle avait suggéré le plan à 3. Elle voulait trouver un moyen d'intégrer Jason dans nos vies afin de pouvoir être avec lui sans se sentir coupable. J'ai fait semblant d'être heureux de la voir, même si je voulais vomir à l'intérieur, lui montrer les messages et exiger des explications. Mais elle ne se doutait de rien. Mon plan était en marche. J'ai trouvé un rythme régulier. J'utilisais l'iPad pour prendre des captures d'écran de ces conversations adultères, je les envoyais à mon téléphone, puis je supprimais toute trace de celle-ci de l'iPad. Ensuite, j'ai contacté mon avocat pour préparer les papiers du divorce avec lesquels je la surprendrais. Moins d'une semaine s'est écoulée avant qu'ils ne prévoient de se revoir. Ils ont décidé de se rencontrer dans un hôtel, et cela a activé la deuxième phase de mon plan. À ce moment-là, j'avais déjà pris quelques semaines de congé du travail, prétextant une urgence familiale. Je n'ai pas dit à mon père ce qui se passait réellement parce que je savais qu'il se moquerait de moi et dirait « je te l'avais dit ». Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de le répéter sans cesse à l'avenir. Je n'ai pas non plus mentionné à ma femme que j'avais pris ces semaines de congé. Le lendemain matin, j'ai fait semblant d'avoir un rhume et je lui ai dit que je resterais à la maison pour me reposer et travailler à domicile quand je me sentirais mieux. Les enfants étaient déjà partis à l'école. Je suis resté à la maison, surveillant leurs conversations sur l'iPad et prenant des captures d'écran, jusqu'au moment où ma femme est arrivée à l'hôtel avant lui et a réservé une chambre. Elle a envoyé le numéro de la chambre à Jason pour qu'il puisse monter sans passer par la réception. J'ai pris d'autres captures d'écran et j'ai rangé l'iPad dans mon bureau. Ensuite, je suis allé à mon imprimante et j'ai imprimé beaucoup de ces captures d'écran sur papier. J'en ai fait plusieurs copies et je les ai mises dans une grande enveloppe marron, en plus d'emporter quelques-unes dans mes mains. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel et je suis allé directement à la chambre sans demander à la réception puisque j'avais déjà le numéro de la conversation Facebook. Quand je suis arrivé à la porte, j'ai frappé. De l'intérieur, Jason a demandé qui c'était. J'ai dit que c'était le service d'étage. Il a répondu qu'il n'avait rien commandé, et j'ai répondu que c'était un service de courtoisie de l'hôtel. Je suppose qu'il a dû penser qu'il n'y avait rien de mal à ouvrir la porte parce qu'il est venu l'ouvrir. L'expression de choc sur son visage valait la peine d'être enregistrée. Il était torse nu et ne portait qu'une serviette. Quand il m'a vu, sa mâchoire est tombée, presque comiquement, lol. J'ai entendu la voix de ma femme lui demander ce qui se passait, alors je l'ai gentiment poussée sur le côté pour qu'elle puisse me voir. Elle était allongée sur le lit, couverte seulement par la couette évidemment nue en dessous. Quand elle m'a vu, elle s'est complètement figée. On aurait dit que j'étais Méduse, à la façon dont elle s'est figée, lol. J'ai senti que j'étais au bord de la crise de nerfs, alors je leur ai jeté les impressions de leur conversation que j'avais dans la main et je suis parti. Je suis parti si vite que ma femme n'a même pas eu le temps de réagir et de me poursuivre avant que je ne sois presque sorti de l'hôtel. Je suis descendu à ma voiture et j'ai pleuré pendant 30 minutes. J'avais eu plusieurs jours pour me préparer à cela, mais rien ne peut vraiment vous préparer à voir quelque chose comme ça de vos propres yeux. Je pensais avoir surmonté la tristesse et la trahison, mais le voir en personne m'a complètement brisé. Je me suis senti invalide, inadéquat. À l'intérieur, j'ai décidé que je ferais vivre un enfer à ma femme et à Jason. J'ai conduit jusqu'à la maison, et dès que je suis arrivé, j'ai appelé mes parents et leur ai demandé s'ils pouvaient s'occuper des enfants si peu de temps à l'avance, car ils habitaient près de leur école. Je leur ai expliqué tout ce qui s'était passé, mais je leur ai fait promettre de ne le dire à personne pour le moment parce que je n'étais pas prêt à le rendre public. Mes parents ont compris et ont accepté de s'occuper des enfants. Mon père a même dit qu'il se moquerait de moi en disant « je te l'avais dit », mais seulement après que j'ai surmonté la douleur. J'ai immédiatement emballé suffisamment de vêtements et d'affaires pour les enfants pour quelques semaines et j'ai appelé le chauffeur pour qu'il vienne les chercher. Mes enfants ne prenaient pas le bus scolaire, le chauffeur les prenait tous les jours. J'ai remis les valises au chauffeur et je lui ai demandé d'aller chercher les enfants après l'école et de les emmener chez mes parents. Je savais que cela les perturberait beaucoup, mais je me suis dit que je devais juste passer cette semaine, et ensuite je les récupérerais et leur expliquerais tout d'une manière qu'ils pourraient comprendre. Quelques heures plus tard, Nina est rentrée à la maison, pleurant, suppliant et faisant tout un spectacle dramatique. Elle m'a supplié, disant que nous allions surmonter cela ensemble, ce à quoi j'ai répondu qu'elle délirait. Je lui ai dit que je voulais qu'elle sorte de la maison, mais d'abord, je suis monté chercher les papiers du divorce. Je l'ai assise et je lui ai dit que nous avions deux options. Premièrement, nous pouvions porter l'affaire devant les tribunaux et nous battre. Deuxièmement, elle pouvait signer les papiers du divorce, et tout se terminerait à l'amiable. Si elle choisissait la première option, je m'assurerais de l'exposer, elle et Jason, à tout le monde,
y compris la femme de Jason, son patron et le patron de ma femme. Je m'assurerai aussi de dire à chaque membre de nos familles ce qu'elle avait fait. Mais si elle choisissait la deuxième option, je ne le dirais à personne. Si quelqu'un demandait pourquoi nous divorcions, je dirais simplement que nous nous étions éloignés. Elle était sous le choc. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas du tout divorcer et qu'elle voulait qu'on en parle. Mais je lui ai dit que ce n'était pas envisageable, et que cela n'arriverait pas, même si un miracle se produisait. Elle a dû se rendre compte que j'étais sérieux parce qu'elle m'a demandé de lui dire les termes de la deuxième option. Je savais qu'elle aurait de gros ennuis si je le disais à quelqu'un. J'ai souri. Les termes étaient simples: j'obtiendrais la garde des enfants, et si elle voulait des droits de visite, ce seraient des visites supervisées. Je savais que cela ne tiendrait probablement pas la route devant les tribunaux parce qu'elle n'était pas une criminelle ni un danger pour les enfants, mais j'étais prêt à essayer. Si les visites supervisées n'étaient pas approuvées, alors elle pourrait les voir le week-end. Elle ne recevrait aucune pension alimentaire ni aucune autre compensation financière de ma part. Nous avions déjà un contrat prénuptial, donc je ne m'inquiétais pas de la façon dont les biens seraient divisés. Pour la première fois de ma vie, j'ai remercié mes parents d'avoir insisté sur le contrat prénuptial. Elle pleurait. Elle a passé les 5 minutes suivantes à essayer de me convaincre, disant que c'était une erreur, qu'elle ne l'avait pas fait intentionnellement. Elle m'a donné toutes les excuses du monde. Mais il était évident que je ne croyais pas un mot de ce qu'elle disait. Je lui ai dit de signer les papiers du divorce, mais elle a refusé. Alors je lui ai dit de quitter la maison. Je me fichais qu'elle refuse de signer à ce moment-là parce que je savais qu'elle finirait par céder, c'était toujours comme ça. Je savais qu'elle passerait quelques jours à réfléchir, à essayer de me convaincre, et quand elle verrait que j'étais déterminé à divorcer, elle finirait par signer. En attendant, je l'ai mise à la porte. Je lui ai donné 5 minutes pour faire ses valises et je lui ai dit de partir. Elle m'a demandé ce que j'allais dire aux enfants, et j'ai répondu que je savais exactement quoi leur dire, qu'elles ne devaient pas s'inquiéter parce que je ne leur dirais pas que c'était à cause de son infidélité. Et me voilà maintenant, seul à la maison, à pleurer et à noyer mon chagrin dans une bouteille de vin. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. J'ai donc décidé d'aller sur Reddit pour voir si quelqu'un avait vécu quelque chose de similaire ou avait des conseils. J'ai l'impression que quelqu'un m'a tiré le tapis sous les pieds, comme si tout ce que je savais était un mensonge. Je ne sais vraiment pas où aller à partir de là, mais j'essaie de toutes mes forces d'être fort.